Qu'est-ce qui peut détruire un empire d'1 milliard d'euros? Ce n'est pas un krach boursier ou une OPA hostile. Parfois, c'est juste une tasse de café. Vous êtes sur le point d'entendre l'histoire d'Alexandre Beaumont, un titan de l'industrie dont le nom était synonyme de pouvoir. Un homme qui pouvait faire bouger les marchés d'un seul mot, et de Léa Renaud, une serveuse qui essayait simplement de terminer son service. Une confrontation de moins de 30 secondes, une éclaboussure de liquide brûlant et une caméra de sécurité qui ne sciait pas. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un mauvais caractère. C'est l'histoire de la façon dont un simple clip vidéo viral n'a pas seulement coûté son poste à un PDG. Il a mis fin à son monde entier, du jour au lendemain. L'air au grain doré était une symphonie soigneusement orchestrée d'odeurs et de sons. Il sentait le café éthiopien de spécialité, les croissants aux amandes fraîchement cuits et le parfum subtil et coûteux de sa clientèle. Il résonnait du cliquetis de la porcelaine, du bruissement des applications boursières rafraîchies sur les téléphones et du murmure bas et confiant de personnes qui croyaient que le monde était leur salle de conseil personnel. Ce coin du 8e arrondissement de Paris était une scène, et chaque client était un acteur jouant le rôle de quelqu'un d'important. Personne ne jouait ce rôle mieux qu'Alexandre Beaumont. Assis à sa table habituelle dans le coin, une plaque minimaliste de chêne récupérée qui offrait à la fois intimité et une vue imprenable, il était l'incarnation vivante de la royauté moderne. Son costume était un diorama sur mesure, un murmure de gris anthracite, si sombre qu'il en était presque noir, taillé si parfaitement qu'il semblait moins un vêtement qu'une seconde peau. À son poignet, une Patek Philippe Nautilus. Son élégance discrète, un témoignage silencieux d'une fortune si vaste qu'elle en était devenue une abstraction. Alexandre était le PDG et fondateur de Beaumont Capital, un mastodonte du capital investissement dont le logo, un faucon doré stylisé, était blasonné sur les gratte-ciels de Paris à Londres et à Hong Kong. Son personnage public, méticuleusement façonné par une équipe de magiciens des relations publiques, était celui d'un visionnaire dur mais juste, un génie philanthropique qui construisait des bibliothèques d'une main tout en concluant des affaires à 9 chiffres de l'autre. La réalité, connue seulement de ceux qui étaient piégés dans son orbite, était bien plus froide. Alexandre Beaumont ne tolérait pas les imbéciles, et sa définition d'un imbécile était quiconque n'anticipait pas ses besoins, n'était pas d'accord avec ses opinions, ou ne s'écartait pas de son chemin avec une vitesse suffisante. Il voyait le monde non pas comme une communauté de personnes, mais comme une collection d'actifs et de passifs. Aujourd'hui, un très gros actif se transformait en passif. Une fusion de plusieurs milliards d'euros avec un conglomérat technologique allemand, un accord qui devait être son chef-d'œuvre, rencontrait un obstacle. Son téléphone, posé à plat sur la table, vibrait d'un flot incessant de messages de son équipe juridique à Francfort. Chaque vibration était une nouvelle pointe d'irritation. Le mot n'était pas une demande. C'était un ordre jeté dans l'air comme une pierre. Léa Renaud, qui essuyait discrètement une table voisine, se tourna. Elle avait 24 ans, et l'épuisement tranquille dans ses yeux contrastait vivement avec l'énergie performative des clients du café. Elle était en dernière année de journalisme à la Sorbonne, et les pourboires du Grain Doré étaient le pont précaire entre ses prêts étudiants et un minuscule appartement à Montreuil qu'elle partageait avec 2 autres étudiantes. Elle portait l'uniforme du café, un tablier noir impeccable sur une chemise blanche, avec une propreté qui démentait le service de 8 heures dont elle avait déjà accompli 6. « Bien sûr, monsieur Beaumont, dit-elle, sa voix douce mais claire. Un autre grand café allongé. » Alexandre ne leva pas les yeux de son téléphone. Il grogna simplement un son de congédiement. Léa retourna vers le chrome étincelant de la machine à expresso la Marzocco, le cœur du café. Elle effectua les mouvements familiers et réconfortants, la mouture des grains, le tassage satisfaisant, le jet d'eau quasi bouillante. Elle était douée pour son travail. Elle était efficace, discrète et se souvenait des commandes des habitués. Elle se souvenait que M. Beaumont aimait son café volcaniquement chaud et servit dans les 90 secondes suivant sa dernière gorgée. Alors qu'elle posait la tasse en céramique fumante sur une petite soucoupe, son propre téléphone vibra dans la poche de son tablier. Un SMS de sa mère. Rendez-vous de radiologie déplacé à 15 heures. Peux-tu venir? L'estomac de Léa se noua. Le combat de sa mère contre le cancer était un bourdonnement constant d'anxiété de bas niveau dans sa vie. Elle ne pouvait pas quitter son service plus tôt. Pas encore. Elle tapa une réponse rapide et pleine d'excuses, ses doigts un peu maladroits. Elle prit la tasse et s'approcha de la table d'Alexandre. Il était maintenant en communication, sa voix un grondement bas et menaçant. « Je me fiche de ce que dit leur conseil d'administration. Vous faites en sorte que ça arrive ou vous mettrez à jour votre CV depuis un banc public. Est-ce que vous me comprenez ?» Léa attendit à une distance polie, tenant la soucoupe. Il était absorbé, pointant un doigt sur l'écran de son téléphone. Les secondes s'écoulaient. Une des règles non écrites du café était de ne jamais interrompre un client au téléphone, surtout pas ce client.
Mais une autre règle était que le café de M. Beaumont devait être servi chaud. Elle vit les dernières gouttes dans son ancienne tasse. Elle devait poser la nouvelle. Faisant un petit pas prudent en avant, elle tendit la main pour placer la tasse fraîche à côté de son téléphone. C'était un mouvement qu'elle avait fait des centaines de fois. Mais à cet instant précis, Alexandre Beaumont, furieux d'un message qui venait de s'afficher sur son écran, frappa du poing sur la table. Ce ne fut pas un coup à faire trembler le monde, mais ce fut suffisant. La table sursauta. Le dos de sa main heurta la soucoupe qu'elle tenait. Le monde sembla ralentir. La lourde tasse en céramique remplie de café noir brûlant bascula, se souleva et vola. Pendant une seconde horrible et silencieuse, elle parut suspendue dans les airs avant que son contenu n'explose en une vague sombre et chaude directement sur le poignet de la chemise blanche immaculée d'Alexandre Beaumont et la manche de son costume à plusieurs milliers d'euros. La chaleur fut instantanée. Le choc fut absolu. Une tache sombre et laide s'épanouit sur le tissu coûteux. Alexandre Beaumont regarda de sa manche à Léa, son visage, habituellement un masque de calme prédateur contrôlé, se tordit en un masque de rage pure et non diluée. L'accord de plusieurs milliards d'euros, l'insolence du conseil d'administration allemand, la pression de son empire, tout cela trouva une cible unique et commode. Espèce d'idiote maladroite et incompétente, siffla-t-il, sa voix tranchant le bourdonnement silencieux du café. Chaque conversation s'arrêta. Toutes les têtes se tournèrent. Léa se figea, la main toujours tendue. Je suis tellement désolé, monsieur. Vous avez heurté la table. Vous me rejetez la faute, gronda-t-il, se levant de sa chaise. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, une présence imposante et menaçante. Vous pensez que vous pouvez ruiner un costume à 10 000 euros et ensuite me blâmer? Non, je voulais juste dire. Balbutia-t-elle, son visage s'empourprant d'un mélange de peur et d'humiliation. Alexandre ramassa son ancienne tasse de café maintenant vide. Ses phalanges étaient blanches. La fureur dans ses yeux était terrifiante. Il ne la voyait pas comme une personne, mais comme le dernier dysfonctionnement exaspérant d'une journée de dysfonctionnement. Elle était l'incarnation de l'incompétence qui menaçait son héritage. « Laissez-moi vous montrer ce que l'on ressent face à l'incompétence, » dit-il, sa voix tombant à un murmure venimeux. Et d'un coup de poignet, il jeta les dernières gouttes de café froid de l'ancienne tasse directement sur elle. Ce n'était pas chaud, mais cela n'avait pas d'importance. Le liquide sombre éclaboussa son visage et le devant de sa chemise blanche, une insulte froide et choquante. Quelques gouttes s'accrochèrent à ses cils. Le halètement des tables environnantes fut une inspiration collective. Pendant un instant, Léa resta là, stupéfaite, l'odeur de café rassis emplissant ses narines alors qu'il coulait de son menton sur son tablier. Alexandre Beaumont lui lança un regard de dégoût total, comme si elle était un insecte qu'il venait d'écraser. Il jeta un billet de 100 euros sur la table. Pour les dommages, ricana-t-il, bien qu'il ne fût pas clair de quels dommages il parlait. Il attrapa son téléphone et son manteau et sortit du café d'un pas rapide sans un regard en arrière, la porte automatique se refermant en un murmure derrière lui. Léa resta immobile dans le silence soudain et assourdissant. Elle sentit une centaine de paires d'yeux sur elle, une centaine de smartphones discrètement pointés dans sa direction. Elle sentit les gouttes froides couler dans son cou, la honte brûlant plus fort que n'importe quel café n'aurait jamais pu le faire. Elle ne pleura pas. Pas encore. Tout ce à quoi elle pouvait penser était la petite lumière rouge de la caméra de sécurité en forme de dôme monté au plafond, haut dans le coin. C'était un minuscule point discret de plastique noir, et il avait tout vu. Le silence qui suivit le départ d'Alexandre Beaumont était plus lourd que n'importe quel son. C'était une couverture épaisse et suffocante de chocs partagés et d'humiliation par procuration. Pendant quelques secondes, les clients du Grain Doré furent figés, un tableau de bouche ouverte et d'yeux écarquillés. Puis le charme se rompit. Le murmure revint, mais il était différent maintenant. Feutré, excité, conspirateur. Les téléphones qui avaient été discrètement pointés étaient maintenant activement utilisés, les pouces volant sur les écrans alors que les premiers chuchotements de l'incident atteignaient les réseaux sociaux. Léa resta clouée sur place, le café froid s'infiltrant lentement dans sa chemise, glaçant sa peau. Elle pouvait sentir le résidu collant sur sa joue et dans ses cheveux. Chaque goutte qui tombait de son menton sur le sol ressemblait à un coup de marteau sur sa dignité. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle était un spectacle. Son manager, un homme perpétuellement agité nommé Robert, se précipita de derrière le comptoir. Il se tordait les mains, le visage pâle. La principale philosophie commerciale de Robert était d'éviter les conflits à tout prix, surtout avec des clients comme Alexandre Beaumont, dont les dépenses mensuelles au café pouvaient couvrir le salaire d'un employé à temps partiel. « Léa, ça va ? Oh mon Dieu !» dit-il, sa voix un murmure bas et paniqué. Il lui tendit une poignée de serviettes, mais n'osa pas la toucher.
Va à l'arrière. Vas-y, nettoie-toi. Son inquiétude semblait creuse, mêlée d'une urgence qui n'avait rien à voir avec son bien-être et tout à voir avec la restauration de l'atmosphère sereine et haut de gamme du café. Il jetait déjà des regards nerveux aux autres tables, offrant de petits sourires d'excuses. Alors que Léa tournait la tête, ses yeux rencontrèrent ceux d'une femme à une table voisine. La femme, vêtue d'un tailleur élégant, lui lança un regard de pitié sincère avant de détourner rapidement les yeux, comme si le contact visuel pouvait la rendre complice. Cette brève connexion, cet éclair de sympathie suivi d'une retraite rapide, fit plus mal qu'eux. Les regards insistants. C'était une confirmation silencieuse de sa place dans cet écosystème. Elle était invisible jusqu'à ce qu'elle devienne un inconvénient, un problème à nettoyer et à oublier. Dans les toilettes exiguës des employés au sous-sol, Léa fixa son reflet. Une inconnue la regardait. Ses cheveux étaient emmêlés par endroits. Son visage était strié de brun, sa chemise blanche ruinée par une grande tache laide qui ressemblait à une carte déchiquetée de son humiliation. C'est ici, dans la pénombre et l'odeur de savon industriel, que les larmes vinrent enfin. Ce n'étaient pas des sanglots bruyants et déchirants, mais des larmes silencieuses et chaudes de rage et d'impuissance qui traçaient des chemins propres à travers le café sur ses joues. Elle avait tant enduré pour en arriver là, jonglant avec un programme de cours complet, cumulant 2 emplois, envoyant de l'argent à la maison pour les factures médicales croissantes de sa mère. Elle absorbait les affronts quotidiens du secteur des services, les tons condescendants, les claquements de doigts impatients, les pourboires dérisoires sur de grosses additions, avec un stoïcisme pratiqué. Tout cela n'était que du bruit, une épreuve temporaire sur le chemin d'une vie meilleure. La vie que son diplôme de journalisme promettait. Mais ceci était différent. Ce n'était pas un affront. C'était une agression. Ce n'était pas seulement impoli. C'était déshumanisant. Alexandre Beaumont ne lui avait pas seulement jeté du café. Il lui avait jeté son pouvoir, son mépris total pour son existence. Il l'avait marqué, littéralement et métaphoriquement, comme quelque chose de moins que lui. Après 10 minutes, elle réussit à se reprendre. Elle se lava le visage, frottant jusqu'à ce que sa peau soit à vif. Elle enfila un t-shirt de rechange qu'elle gardait dans son casier, un sweatshirt délavé de la Sorbonne qui lui semblait être une armure. Quand elle remonta, Robert l'intercepta avant qu'elle ne puisse atteindre la salle principale. « Léa, un mot dans mon bureau », dit-il, le ton feutré. Son bureau était un placard sans fenêtre rempli de boîtes de filtres à café et de produits de nettoyage. Il ferma la porte, les plongeant dans une quasi-obscurité, éclairée seulement par la lumière passant sous la porte. « Écoute », commença-t-il, évitant son regard. « L'assistant de M. Beaumont vient d'appeler. Ils sont profondément désolés pour le malentendu. » Léa le fixa. Un malentendu. Il m'a jeté du café au visage. C'était une situation très stressante, marmonna Robert, tripotant une boîte de sachets de sucre. Il avait eu un mauvais appel. Il n'était pas lui-même. Ils veulent arranger les choses. Ils sont prêts à vous offrir 5 000 € en geste de bonne volonté pour le pressing et votre détresse. 5 000 €. Le chiffre flottait dans l'air. C'était plus d'argent qu'elle ne gagnait en 2 mois. Cela couvrirait la prochaine série de traitements de sa mère. Cela pourrait payer son loyer pendant 6 mois. C'était une somme tentante qui pouvait changer une vie. Et elle savait, avec une certitude nauséabonde, qu'il y avait un piège. « Et que veulent-ils en retour ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Robert la regarda enfin, ses yeux pleins d'une résignation lasse. « Ils ont besoin que vous signiez quelque chose. Un accord de non-divulgation. Juste une formalité. Il dit que vous acceptez leurs excuses et que vous convenez que l'affaire est résolue et que vous n'en discuterez avec personne. La presse, les réseaux sociaux, personne. » Silence. Le bourdonnement du réfrigérateur de la cuisine voisine était le seul son. Léa comprit parfaitement. Ce n'était pas des excuses. C'était une transaction. C'était de l'argent pour acheter son silence. Ils ne payaient pas pour sa détresse. Ils achetaient son silence. Ils essayaient d'effacer l'incident, de le rayer de l'existence, tout comme elle avait essayé d'effacer le café de son visage. « Ils veulent que je mente », dit Léa, les mots ayant un goût de cendre. « Ils veulent que je prétende que ce n'est pas arrivé. »« Ils veulent que vous soyez pragmatique », corrigea doucement Robert. « Léa, réfléchissez-y. C'est sa parole contre la vôtre. C'est Alexandre Beaumont. Qui pensez-vous que les gens croiront? C'est une offre généreuse. Vous devriez l'accepter. Mettez ça derrière vous, pour votre propre bien. » Pendant un moment, elle y songea. L'attraction gravitationnelle de l'argent était immense. C'était la solution de facilité. C'était la chose sensée à faire. Le visage de sa mère lui apparut en un éclair.
Son inquiétude pour les factures, le visage courageux qu'elle affichait après chaque séance de chimiothérapie épuisante. 5 000 € serait une bouée de sauvetage. Mais ensuite, elle se souvint du visage d'Alexandre Beaumont, le rictus de dégoût, le manque total d'humanité dans ses yeux. Elle se souvint du halètement collectif, du sentiment d'être moins qu'humaine, un déchet à éliminer. Si elle prenait cet argent, elle validerait ses actions. Elle accepterait que sa dignité ait un prix, et que ce prix était de 5 000 €. Chaque fois qu'elle paierait une facture avec cet argent, elle se souviendrait du café froid coulant de son menton. La tache sur sa chemise deviendrait une tache permanente sur sa conscience. Non, dit-elle. Le mot était calme, mais il remplit le petit bureau d'une finalité inébranlable. Les yeux de Robert s'écarquillèrent. Léa, ne soyez pas idiote. Je ne signerai rien, dit-elle, sa voix plus forte maintenant. Et je n'accepte pas son argent. Elle le bouscula pour sortir du placard étouffant et retourna dans le couloir. Elle attrapa son sac à dos dans son casier, ses mains tremblant légèrement. Elle était terrifiée. Elle venait de refuser une petite fortune et de se faire un ennemi de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Elle n'avait pas de plan, pas de ressources, et aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Mais alors qu'elle sortait par la porte de service du café et entrait dans l'air vif de l'après-midi, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis que le café avait touché son visage. Une lueur de son propre pouvoir. Ce n'était pas le pouvoir de l'argent ou de l'influence. C'était le pouvoir silencieux et têtu du refus. Le pouvoir de dire non. Pendant ce temps, dans un élégant Cadillac escalade noir filant vers les beaux quartiers, Alexandre Beaumont mettait déjà l'incident derrière lui. Son assistant, un jeune homme perpétuellement anxieux nommé Pierre, était au téléphone avec Cynthia Vasseur, la directrice de la communication et de la gestion de crise de Beaumont Capital. Cynthia était une femme redoutable dont toute la carrière était bâtie sur la transformation de montagne en taupinière. L'offre a été faite, rapporta Pierre, jetant un regard nerveux à son patron. 5 000. Le manager pense qu'elle acceptera. Ce n'est pas assez, crépita la voix de Cynthia à travers le haut-parleur. Je vois des discussions en ligne, quelques tweets, un post sur un forum de gourmets. Pas encore de vidéo, mais ce n'est qu'une question de temps. Doublez l'offre, 10 000, et obtenez une copie de l'enregistrement de sécurité du café. Je veux qu'il soit enterré. Peu importe ce que ça coûte. Robert, le manager, a une fille qui postule à HEC. Un don à la fondation de l'université pourrait garantir sa pleine coopération. Occupez-vous-en. Alexandre regardait la ville défiler à travers la vitre teintée. Il ressentit une irritation fugace face à cet inconvénient, ce manque de propreté. La serveuse, le café, la scène. C'était un désordre de mauvais goût qui devait être aseptisé. 10 000 € n'était rien, une erreur d'arrondi. C'était le coût des affaires. Il était déjà passé à autre chose, son esprit de retour sur la fusion allemande. La serveuse était un problème, et les problèmes se résolvaient avec de l'argent. Cela avait toujours fonctionné auparavant. Il n'avait aucune raison de croire que cette fois-ci serait différente. Il avait complètement sous-estimé le pouvoir silencieux et têtu de la femme qu'il venait d'essayer d'acheter. Benjamin Cartier travaillait depuis un appartement exigu de Belleville qui sentait les vieux livres et le café de la veille. Son bureau était un coin de son salon dominé par un bureau encombré de 3 moniteurs, de bloc-notes remplis de gribouillis frénétiques et d'une tasse perpétuellement tiède. Benjamin était le fondateur, rédacteur en chef et unique employé du rapport Cartier, un bloc d'investigation indépendant spécialisé dans la dénonciation des puissants. Il s'attaquait aux malversations des entreprises, à l'hypocrisie politique et aux injustices silencieuses qui étaient souvent trop petites ou trop épineuses sur le plan juridique pour que les médias grand public s'y intéressent. Son lectorat était modeste mais farouchement fidèle, un mélange de lanceurs d'alerte, de militants et de confrères journalistes qui appréciaient son approche tenace et méticuleuse. Il passait sa matinée à suivre une piste sur des violations de zonage dans un projet de condominium de luxe quand son email crypté sonna. L'expéditeur était anonyme, l'objet simple, Alexandre Beaumont au grain doré. L'intérêt de Benjamin fut immédiatement piqué. Beaumont était une baleine blanche pour les journalistes comme lui. Son image publique était si lisse, si impénétrable que toute fissure dans la façade était digne d'intérêt. L'email était court et direct. Objet, Alexandre Beaumont au grain doré. Corps, j'ai vu quelque chose de moche aujourd'hui. Beaumont a jeté du café sur une serveuse, l'a insultée. Son équipe essaie d'étouffer l'affaire. C'est arrivé vers 13 h. Allez voir. Beaucoup de gens ont vu. Benjamin se pencha en arrière, sa chaise grinçant en signe de protestation. C'était une information juteuse, mais aussi fragile. Vu quelque chose de moche, pouvait signifier n'importe quoi. Sans preuve, ce n'était qu'une rumeur,
et l'armée d'avocats de Beaumont le mettrait en pièces pour avoir publié une rumeur. Pourtant, son instinct de journaliste vibrait. Cela semblait différent. Il commença par fouiller les réseaux sociaux. Il chercha sur Twitter, Instagram et Facebook les mentions d'Alexandre Beaumont et du Grain Doré au cours des dernières heures. Comme Cynthia Vasseur l'avait noté, il y avait des discussions. Il trouva une poignée de tweets. @gourmande parisienne, scène de folie au Grain Doré tout à l'heure. Un grand PDG a complètement pété les plombs sur une serveuse. Tellement gênant. @JustinTrader82. Putain. Je crois que c'était Alexandre Beaumont. Le mec a un sacré tempérament. #Grain Doré. Il y avait aussi une courte vidéo floue postée sur une story Instagram. Elle était tremblante, filmée de l'autre côté de la pièce, et commençait juste après l'événement principal. Elle montrait Léa, immobile, couverte de café, et Beaumont sortant d'un pas décidé. On pouvait entendre la voix d'un homme crier « idiote maladroite et incompétente », mais Beaumont était de dos à la caméra. C'était convaincant, mais ce n'était pas une preuve irréfutable. Cela ne montrait pas qui avait jeté quoi. Les avocats de Beaumont pourraient facilement le déformer, prétendre que la serveuse avait renversé le café sur elle-même et que Beaumont était légitimement en colère pour son costume. Cela pourrait être présenté comme sa parole contre la sienne. Benjamin avait besoin de preuves. Il avait besoin du catalyseur. Il avait besoin des images de l'intérieur du café. Il appela le Grain Doré. « Bonjour, je m'appelle Benjamin Cartier. Je suis journaliste. J'appelle au sujet d'un incident qui s'est produit plus tôt aujourd'hui, impliquant un client et un membre de votre personnel. » Il fut immédiatement mis en attente. La musique d'attente était une boucle de jazz sans âme. Après 5 minutes, Robert, le manager, prit la ligne. Sa voix était tendue et répétée. « Je suis désolé, je ne vois pas de quoi vous parlez. » Ce fut une journée chargée, mais il n'y a eu aucun incident à signaler. Des témoins disent qu'Alexandre Beaumont a eu une altercation avec une serveuse, insista Benjamin. Monsieur Beaumont est un client précieux. Il y a eu un petit déversement, un accident. Cela a été géré en interne. Nous n'avons pas d'autres commentaires. Je crois comprendre que vous avez des caméras de sécurité dans le café. Seriez-vous disposé à partager les images des alentours de 13 heures pour clarifier ce qui s'est passé? Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Absolument pas. Ces images sont la propriété privée du café et sont uniquement à des fins de sécurité. Merci de votre appel. La ligne se coupa, un mur. Benjamin n'était pas surpris. Cela confirmait l'affirmation de l'informateur, une tentative d'étouffement était en cours. Les gens de Beaumont avaient atteint le manager. Les preuves officielles étaient verrouillées. Il déplaça son attention sur l'autre partie, la serveuse. Il n'avait pas son nom, mais il avait une description d'après les tweets. Il rappela le café et demanda à la serveuse qui travaillait aux tables du coin vers l'heure du déjeuner. On lui dit qu'aucune employée de cette description n'était disponible. Une autre impasse. Pendant les heures qui suivirent, Benjamin fit jouer ses sources. Il appela un contact à la préfecture de police pour voir si des appels avaient été passés depuis l'adresse du café. Rien. Il contacta une ancienne employée de Beaumont Capital à qui il avait parlé pour un article précédent, mais elle était liée par un accord de non-divulgation strict et était trop terrifiée pour parler, même en off. Les murs se montaient plus vite qu'il ne pouvait trouver un moyen de les contourner. Il ressentit une frustration tenace. Il savait que l'histoire était là, bouillonnant juste sous la surface. Il pouvait sentir sa chaleur, l'arrogance des riches et des puissants, la vulnérabilité de la classe ouvrière. C'était un récit intemporel et puissant. Mais sans source principale ni preuve tangible, ses mains étaient liées. Sa chance tourna d'une manière inattendue. Tard dans la soirée, il reçut un autre email anonyme. Celui-ci provenait d'une adresse différente. Objet, Ré Alexandre Beaumont. Corps, ils essaient d'enterrer l'affaire. Je travaille pour l'entreprise qui gère le système de sécurité du café. Les gens de Beaumont ont payé mon patron une grosse somme pour le disque-maître. Ils pensent avoir la seule copie. Ils se trompent. Je fais mes propres sauvegardes. Le cœur de Benjamin martela contre ses côtes. C'était ça. C'était la source. Je ne peux pas l'envoyer par ici, continuait l'email. Trop traçable. Mais le fichier a été téléversé sur un service de partage de fichiers sécurisé et anonyme. Il sera supprimé dans 1 heure. Voici le lien et le mot de passe à usage unique. Une chaîne de caractères cryptés suivait. Les mains de Benjamin tremblaient légèrement alors qu'il copiait et collait le lien. Son navigateur s'ouvrit sur un écran noir austère avec un unique champ de mot de passe. Il entra le mot de passe. Une invite de téléchargement apparut.
GDCAM4130725.mp4. La taille du fichier était grande, haute définition. Il lança le téléchargement. La barre de progression avançait sur l'écran avec une lenteur angoissante. Cela semblait une éternité. Il ne cessait de jeter un coup d'œil à l'horloge, imaginant le fichier être effacé du serveur avant la fin du téléchargement. C'était une course contre la montre, un hold-up numérique. Finalement, avec quelques minutes d'avance, le téléchargement se termina. Il vérifia 3 fois que le fichier était sécurisé sur son disque dur crypté avant de cliquer dessus. Le lecteur vidéo s'ouvrit. La qualité était cristalline, l'angle large et accablant. C'était la caméra qu'il avait vue dans le clip Instagram, celle en hauteur dans le coin. Elle capturait la table d'Alexandre Beaumont et la zone environnante avec des détails parfaits. Il n'y avait pas de son, mais ce n'était pas nécessaire. Il regarda la scène se dérouler comme une pièce de théâtre brutaliste et silencieuse. Il vit l'approche prudente de Léa. Il vit Beaumont absorbé par son téléphone. Il vit le poing de Beaumont frapper la table, un mouvement soudain et violent. Il vit le café chaud volé, un accident clair causé par la propre action de Beaumont. Il vit la tache sombre s'épanouir sur la manche de Beaumont. Et puis il vit le moment qui allait tout changer. Il vit le visage de Beaumont se tordre de rage. Il le vit ramasser la seconde tasse. Il vit Léa sursauter, ses mains se levant dans un geste défensif. Et il vit, avec une clarté irréfutable en haute définition, Alexandre Beaumont jeter délibérément, froidement et avec mépris le café directement à son visage. Benjamin le repassa encore et encore. Il zooma, analysant chaque pixel. Le rictus de Beaumont. Le choc stupéfait de Léa. Les réactions des clients autour d'eux. La façon dont Beaumont jeta le billet de 100 € comme une insulte. Il n'y avait aucune ambiguïté. Pas de place pour l'interprétation. Ce n'était pas un malentendu ou un petit déversement. C'était une démonstration brute et laide de pouvoir et de cruauté. C'était la vérité pixelisée. Et Benjamin Cartier était sur le point de la montrer au monde. Il savait que les conséquences seraient énormes, non seulement pour Beaumont, mais aussi pour la serveuse, dont il ne connaissait toujours pas le nom. Il avait également une responsabilité envers elle. Il commença à taper, ses doigts volants sur le clavier. Il écrirait l'histoire, encadrerait la vidéo et donnerait un contexte aux images silencieuses. Il ne se contenterait pas de montrer ce qui s'était passé. Il expliquerait pourquoi c'était important. Le titre de son article de blog était simple et direct. Le PDG milliardaire Alexandre Beaumont jette du café sur une serveuse. Vidéo de sécurité non montée. Il intégra le fichier vidéo directement en haut de l'article. Il vérifia son texte pour l'exactitude, pour la diffamation, pour toute faiblesse que les avocats de Beaumont pourraient exploiter. Il n'en trouva aucune. La vidéo était son propre témoin irréprochable. À 23h58, avec une profonde inspiration, il appuya sur « Publier ». L'article fut mis en ligne. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis les analyses sur son écran, le compteur de vues en temps réel, commencèrent à grimper. D'abord par dizaines, puis par centaines, puis par milliers. Le rapport Cartier était sur le point de connaître son plus grand jour. La mèche était allumée. Tandis que la mèche numérique allumée par Benjamin Cartier commençait sa combustion rapide sur Internet, Léa Renaud essayait de reconstruire sa vie. Elle s'était portée malade pour son prochain service au grain doré. Le mensonge avait un goût amer, mais l'idée de retourner dans cet espace, d'affronter la pitié de Robert et les questions de ses collègues, était insupportable. Elle passa la journée dans la salle d'attente stérile et silencieuse de la clinique d'oncologie avec sa mère, faisant semblant de lire un livre tandis que son esprit rejouait l'incident en boucle, une torture. Sa mère, Sarah, une femme dont la maladie n'avait pas réussi à émousser la finesse de sa perception, savait que quelque chose n'allait pas tuer à des millions de kilomètres. « Ma chérie », dit-elle, posant une main frêle sur celle de Léa. Des problèmes au travail. Léa ne put se résoudre à lui dire la vérité. Sa mère avait assez de soucis comme ça, alors elle secoua simplement la tête et força un sourire. Juste fatiguée, longue journée hier. La décision de refuser l'argent de Beaumont semblait juste sur le moment, mais maintenant, assise sous les lumières fluorescentes vacillantes de la clinique, elle semblait imprudente. La peur était un œuf froid dans son estomac. Que avait-elle fait? Elle avait défié un homme qui pouvait probablement l'écraser d'un seul coup de téléphone. Il pouvait la faire renvoyer. Il pouvait la mettre sur une liste noire de tous les emplois de service de la ville. Il pouvait même, murmurait son esprit paranoïaque, trouver un moyen d'interférer avec ses bourses d'études. Elle se sentait petite et terrifiante seule. Ce soir-là, alors qu'elle faisait défiler sans but ses fils de réseaux sociaux, elle le vit. Une amie avait partagé un lien d'un blog dont elle n'avait jamais entendu parler, le rapport Cartier.
Le titre la frappa comme un coup de poing. Le PDG milliardaire Alexandre Beaumont jette du café sur une serveuse. Vidéo de sécurité non montée. Son cœur bondit dans sa gorge. D'un doigt tremblant, elle cliqua sur le lien. Et là, c'était la vidéo silencieuse en haute définition de sa propre humiliation. Elle se regarda, horrifiée, tandis que la caméra disait la vérité qu'on l'avait empêché de dire. Elle vit le sursaut de la table, le déversement accidentel, et l'acte de représailles délibéré et cruel. La vidéo dépouillait tous les mensonges et interprétations possibles. C'était la vérité brute, objective. Sous la vidéo se trouvait l'article de Benjamin Cartier. Il décrivait la scène, le déséquilibre des pouvoirs, et les tentatives ultérieures d'étouffement, citant une source anonyme au sujet de l'offre d'argent pour son silence. Il ne connaissait pas son nom, se référant à elle uniquement comme la serveuse, mais il écrivait sur elle avec un profond sentiment d'empathie. Il ne la dépeignait pas comme une victime, mais comme une personne qui avait été soumise à un abus de pouvoir inexcusable. Puis elle fit défiler jusqu'à la section des commentaires et la réaction plus large des réseaux sociaux. C'était un déluge. La vidéo était partout. Hashtag Virez Beaumont, hashtag Le Grain Doré et hashtag Alexandre Beaumont étaient en tendance sur Twitter. L'histoire avait été reprise par de plus grands médias, tous renvoyant à l'article original de Benjamin. La colère était palpable. Un rugissement collectif d'indignation numérique. Voilà à quoi ressemble le summum du sentiment de supériorité. Incroyable. J'espère que cette serveuse le poursuivra pour chaque centime qu'il possède. Mon entreprise a un compte de plusieurs millions d'euros avec Beaumont Capital. J'envoie un email à mon patron tout de suite. Nous devons nous retirer. Quelqu'un sait qui est la serveuse? On devrait lancer une cagnotte Litchi pour elle. Léa ressentit un mélange étourdissant d'émotions, validation, terreur et un étrange sentiment de détachement, comme si elle regardait une histoire sur quelqu'un d'autre. Le monde la connaissait maintenant comme la serveuse, un symbole de l'arrogance des entreprises. Son moment privé de honte était maintenant une propriété publique. Pendant ce temps, Benjamin Cartier vivait l'autre côté de l'explosion virale. Son blog, qui recevait habituellement quelques milliers de visites par jour, avait planté 2 fois à cause du volume de trafic. Sa boîte de réception était inondée de mails de grands journaux, de chaînes d'information par câble et même de la presse internationale, tous voulant l'interviewer, tous voulant en savoir plus. Mais plus important encore, sa boîte de réception se remplissait d'un autre type de message. Les murmures perçaient enfin les murs de Beaumont Capital. Le premier email venait d'une ancienne assistante de direction de l'entreprise. J'ai travaillé pour Alexandre pendant 2 ans. Ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'était un mardi pour lui. Les cris, les rabaissements, c'était constant. J'ai des crises de panique rien qu'en pensant à ce bureau. Il m'appelait idiote, si souvent que j'ai presque commencé à le mettre sur ma plaque nominative. Merci de montrer aux gens qui il est vraiment. Un autre venait d'un jeune analyste qui avait été licencié pour une erreur de bureau mineur. Il m'a une fois jeté un rapport financier à la tête parce qu'il n'aimait pas la police de caractère. C'était un classeur de 300 pages. Ça m'a ouvert le front. Le service des RH de l'entreprise m'a fait signer un accord de non-divulgation et m'a donné une généreuse indemnité de départ pour que je me taise sur l'accident de travail. Un troisième message, plus énigmatique, faisait allusion à quelque chose de plus sombre qu'un simple mauvais caractère. Le tempérament de Beaumont n'est pas seulement pour le spectacle. Renseignez-vous sur le Projet Phoenix de 2018. Une start-up technologique qu'il a acquise et vidée de sa substance. Le fondateur a essayé de le combattre sur les termes. Beaumont l'a ruiné. Pas seulement son entreprise, sa vie. Benjamin travailla toute la nuit, alimenté par l'adrénaline et la caféine. Il n'était plus seulement un blogueur avec une vidéo virale. Il était le dépositaire d'une décennie de colère et de peur refoulée. Il était un confesseur pour les péchés corporatifs d'Alexandre Beaumont. Il vérifia méticuleusement chaque nouvelle histoire, recoupant les noms et les dates, cherchant des schémas. Un schéma toxique clair émergea. Le personnage public d'Alexandre Beaumont était une fabrication complète. Le philanthrope visionnaire était en réalité un abuseur de pouvoir en série. Il entretenait une culture de la peur dans son entreprise, où la loyauté se mesurait à la tolérance d'un employé à l'humiliation. L'incident du café n'était pas une aberration. C'était toute sa vision du monde distillée en un seul acte public. Il traitait ses employés de la même manière qu'il avait traité Léa, comme des objets jetables, soumis à ses caprices. Dans le penthouse de son appartement de l'avenue Montaigne, Alexandre Beaumont comprenait enfin l'ampleur de son erreur. La crise n'était plus maîtrisable. Cynthia Vasseur était en conférence téléphonique avec lui et le président du conseil d'administration, Marc Fournier.
La vidéo est partout, Alexandre, dit Cynthia, sa voix tendue, son calme glacial habituel disparu. Bloomberg, Les Échos, BFM Business. Ils la diffusent tous. Le rapport Cartier est une recherche de premier plan sur Google. C'est une vidéo truquée. Un coup monté, rugit Alexandre, arpentant son sol en marbre. Nous poursuivrons cet insecte de Cartier pour tout ce qu'il possède. Nous ne pouvons pas, intervint la voix rauque de Marc Fournier. Notre équipe juridique l'a analysée. Elle est authentique. Prétendre qu'elle est fausse serait un parjure et nous ridiculiserait quand ils prouveront qu'elle est réelle. Les dégâts sont catastrophiques. Des dégâts ? Ricana Alexandre. C'est une querelle dans un café. Le marché l'aura oublié demain. Le marché réagit maintenant, dit Marc d'un ton sombre. L'action de Beaumont Capital est en baisse de 17% dans les transactions après clôture. Nos partenaires dans la fusion allemande ont convoqué une réunion d'urgence. Ils parlent d'invoquer la clause de changement défavorable significatif. Ils ont peur de la toxicité de la marque. Alexandre, tu es devenu toxique. Le mot flottait dans l'air. Toxique. Alexandre arrêta de faire les 100 pas. Lui, le maître bâtisseur de marque, était devenu un passif pour sa propre création. Alors, quel est le plan, Cynthia ? Exigea-t-il. C'est pour ça que je te paie une somme obscène. Répare ça. On ne répare pas ça avec un communiqué de presse, dit Cynthia, sa voix plate. Le tribunal de l'opinion publique a déjà rendu son verdict. Pour l'instant, notre seule action est le contrôle des dommages pour l'entreprise. Nous avons besoin d'un geste, un geste significatif. Nous devons montrer que nous prenons cela au sérieux. Alexandre savait ce qu'elle insinuait. Il pouvait entendre les murmures de sa propre entreprise, ceux que Benjamin Cartier recueillait maintenant, résonner dans le phrasé corporate prudent de Cynthia. Il pouvait sentir les murs qu'il avait construits autour de lui. Des murs d'argent, de pouvoir et d'accords de non-divulgation, commençaient à s'effriter. La tache n'était plus seulement sur son costume ou sur la chemise de Léa. Elle s'étendait. Sur tout son empire. Le matin après que Benjamin Cartier a publié son article, l'étincelle numérique a déclenché un incendie mondial. À 9h30, lorsque la cloche d'ouverture a retenti à la Bourse de Paris, la vidéo d'Alexandre Beaumont n'était pas seulement un clip viral. C'était un moment culturel. Les matinales d'information diffusaient en boucle les images silencieuses, avec des commentateurs et des experts en langage corporel disséquant chaque image de la fureur froide de Beaumont et de l'immobilité choquée de Léa. Le hashtag Virez Beaumont était la première tendance mondiale. Léa regardait tout cela se dérouler depuis la sécurité de son appartement, la télévision en sourdine. La vidéo avait acquis une vie propre. Elle était découpée en mèmes. Les animateurs de talk-shows de fin de soirée l'intégraient déjà dans leur monologue. Un groupe d'activistes avait organisé une manifestation devant le siège de Beaumont Capital, avec des gens brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « L'humanité, le profit et le café, pas le mépris ». Ils scandaient son histoire, l'histoire de la serveuse anonyme. Son téléphone vibrait sans cesse. Les journalistes avaient réussi à trouver son numéro. Elle recevait des appels de producteurs de grandes chaînes, de journalistes du Monde, de tabloïds britanniques. Ils voulaient tous la même chose, son histoire, avec ses propres mots. Ils lui offraient de l'argent, une tribune, une chance de s'exprimer. Mais l'idée de faire face à une caméra, de devenir le visage public de ce drame, était paralysante. Elle ignora les appels, les laissant aller à la messagerie vocale, chaque message non écouté ajoutant au poids de son anxiété. Elle n'avait pas voulu cela. Elle avait juste voulu qu'il soit tenu pour responsable. Et l'ampleur de la réaction était à la fois terrifiante et profondément valorisante. Pour Benjamin Cartier, le déluge était un triomphe professionnel. Son blog faisait maintenant la une des journaux. Il avait fait ce dont rêve tout journaliste indépendant. Il avait à lui seul sorti une histoire qui ébranlait les fondations du monde de l'entreprise. Mais il était aussi vivement conscient de sa responsabilité. Il passa la matinée à publier des articles de suivi, utilisant les témoignages anonymisés des anciens employés de Beaumont Capital pour brosser un tableau plus large d'une culture d'entreprise toxique. Il présenta l'incident du café non pas comme un événement isolé, mais comme l'éruption publique inévitable d'une maladie privée qui couvait depuis longtemps. Il prit soin de ne révéler aucune information qui pourrait identifier Léa, protégeant sa vie privée alors que la tempête faisait rage. À l'intérieur de la forteresse de verre et d'acier de Beaumont Capital, l'atmosphère était funèbre. Les employés marchaient dans les couloirs en silence, évitant le contact visuel, parlant à voix basse. Les grands écrans du hall, qui affichaient habituellement en direct le cours de l'action de l'entreprise, étaient maintenant ostensiblement éteints. L'action n'avait pas seulement baissé, elle s'était effondrée.
À midi, elle avait chuté de 35%, effaçant des milliards d'euros de valeur boursière. Le logo du faucon semblait se moquer d'eux depuis les murs, un prédateur déchu. Alexandre Beaumont était arrivé à son bureau à l'aube, déterminé à projeter une image de force et de contrôle. Mais la façade se fissurait. Il regardait les manifestations dans la rue en contrebas depuis sa fenêtre panoramique, la mâchoire serrée. Il voyait les reportages. Il lisait les éditoriaux virulents le qualifiant de symbole de tout ce qui n'allait pas dans le monde de l'entreprise. Mais le véritable coup de grâce ne vint pas du public, mais de ses propres pairs. Un email arriva de Klaus Richter, le PDG sévère et imperturbable du conglomérat technologique allemand. Le langage était précis, brutal et final. Alexandre, à la lumière des événements récents et des dommages réputationnels importants subis, notre conseil d'administration a voté à l'unanimité pour résilier l'accord de fusion avec effet immédiat. Nous ne pouvons, en bonne conscience, associer notre marque à la conduite affichée. Nous souhaitons à Beaumont Capital le meilleur pour surmonter ces défis actuels. Cordialement, Klaus Richter. Alexandre lut l'email 3 fois. L'accord. Son héritage, l'aboutissement de 2 ans de négociations impitoyables, avait disparu, évaporé, tué par une tasse de café et un blogueur sur Internet. Une vague de rage pure et sans mélange le submergea, si intense qu'elle lui donna le vertige. Il voulait briser quelque chose, crier, virer tout le monde. Mais pour la première fois de sa vie, il n'y avait plus personne à intimider. Aucun problème qu'il ne puisse résoudre en y jetant de l'argent ou du pouvoir. Il était devenu le problème. À 14 heures, il fut convoqué dans la salle de conférence principale pour la réunion d'urgence avec le conseil d'administration. En traversant la suite exécutive, il remarqua comment ses associés principaux, des hommes qu'il avait rendus millionnaires, détournaient le regard. Leur silence était plus accablant que n'importe quelle accusation. La salle de conférence était froide et silencieuse. Les 10 membres du conseil étaient assis autour de la massive table en acajou, leurs visages sombres. Marc Fournier, le président, était assis au bout. « Alexandre, merci de nous rejoindre », commença Marc, sa voix dépourvue de sa chaleur habituelle. « Je pense que nous pouvons nous passer des plaisanteries. Nous avons tous vu la vidéo. Nous avons vu le cours de l'action. Nous avons vu l'email de Klaus Richter. »« C'est une chasse aux sorcières, Marc », commença Alexandre, sa voix un grognement bas. « Une attaque coordonnée par un journaliste de rien du tout. Nous pouvons surmonter ça. » Une membre plus âgée du conseil, une femme nommée Éléonore Vance, qui connaissait Alexandre depuis 20 ans, prit la parole. « Le pouvons-nous, Alexandre ? J'ai reçu des appels ce matin de 3 de nos plus grands clients de fonds de pension. Ils menacent de retirer leurs investissements. Il ne s'agit pas d'un journaliste. Il s'agit de ta conduite. Il s'agit de ton aptitude à diriger cette entreprise. » « Mon aptitude ?» rit Alexandre, un son dur et grinçant. « J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Je vous ai tous rendus riches. Vous parlez d'aptitude. L'entreprise que tu as bâtie vaut maintenant 35% de moins qu'hier, déclara platement Marc. Et l'hémorragie n'est pas terminée. La marque est toxique. Le leadership est toxique. Nous avons une obligation fiduciaire envers nos actionnaires d'arrêter l'hémorragie. Le conseil a procédé à un vote. Alexandre le fixa, une horreur naissante dans ses yeux. Il pouvait le voir sur leur visage, le calcul froid et calculé de l'autopréservation. Il leur avait appris cela, après tout. Il leur avait appris que la loyauté était un passif et que le sentiment était pour les imbéciles. Maintenant, il lui appliquait ses propres leçons. Avec effet immédiat, continua Marc Fournier, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, le conseil a voté pour mettre fin à ton emploi en tant que PDG de Beaumont Capital pour faute grave et actions préjudiciables à la réputation et à la stabilité financière de l'entreprise. Tu démissionneras pour raisons personnelles et nous publierons une déclaration à cet effet dans l'heure. Les mots frappèrent Alexandre avec la force d'un impact physique. Licencié, viré de sa propre entreprise. C'était impensable, impossible. Il regarda autour de la table, de visage en visage, cherchant un allié, une seule voix dissidente. Il n'en trouva aucune. Il ne vit que des expressions de pierre, des yeux détournés et la finalité sinistre d'une décision déjà prise. Il avait été si concentré sur la menace extérieure, les journalistes, le public, les Allemands ou qu'il n'avait pas vu le coup d'État se former à l'intérieur de ses propres murs. Les murmures qu'il avait ignorés pendant des années étaient finalement devenus un rugissement que même lui ne pouvait couvrir. Alexandre Beaumont, le titan de l'industrie, le maître de l'univers, ne dit rien. Il se leva simplement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Il se tourna et sortit de la salle de conférence, de l'entreprise qu'il avait créée, ses pas faisant écho à la fin d'une ère.
Le déluge viral n'avait pas seulement franchi les murs de son empire. Il l'avait complètement emporté. Le communiqué de presse de Beaumont Capital tomba à 15h15. C'était un chef-d'œuvre d'euphémisme d'entreprise. Il annonçait avec un profond regret qu'Alexandre Beaumont quitterait ses fonctions de PDG pour des raisons personnelles, avec effet immédiat. Il le remerciait pour son leadership visionnaire et ses innombrables contributions à la firme. Il nommait un PDG par intérim, un choix fade et issu de l'entreprise. Mais personne n'était dupe. Le monde savait qu'il avait été licencié. La démission n'était pas un acte de contrition. C'était une éjection. La nouvelle provoqua une nouvelle onde de choc dans le monde financier. Alexandre Beaumont n'était pas seulement un PDG. Il était Beaumont Capital. Son départ créa un vide de pouvoir et de confiance qu'aucun communiqué de presse ne pouvait combler. Sa marque personnelle, autrefois le plus grand atout de l'entreprise, était devenue son passif le plus toxique. Alexandre ne rentra pas chez lui. Il ne pouvait pas affronter les regards apitoyés de son personnel ou les inévitables appels de ses quelques amis restants. Au lieu de cela, il demanda à son chauffeur de le conduire dans un club privé du centre-ville, un bastion du vieux monde avec des fauteuils en cuir et des conversations feutrées où il pensait pouvoir trouver refuge. Mais même ici, le monde moderne s'immisçait. Les membres, des titans du droit et de la finance, le saluaient d'un signe de tête raide, leurs yeux remplis d'un mélange de curiosité morbide et de soulagement non dissimulé que ce soit lui et non eux au cœur de la tempête. Il pouvait les entendre chuchoter sur son passage. Il commanda un scotch au bar, mais le barman, un homme qui le servait depuis une décennie, semblait soudain nerveux, maladroit avec le verre. La tache de la honte publique était invisible mais puissante. Personne ne voulait s'approcher trop près. Il alluma la télévision au-dessus du bar. Une chaîne d'information économique couvrait sa chute. Un panel d'experts disséquait sa carrière, son style de leadership, sa faille fatale. Ils utilisaient des mots comme hubris, narcissisme et compte moral. Ils montraient la vidéo encore et encore. Il n'était plus une personne. Il était une étude de cas, un symbole d'une ère d'impunité des entreprises qui touchait à sa fin. Toute l'œuvre de sa vie était réduite à un clip de 30 secondes de son pire moment. L'effondrement fut rapide et brutal. Son indemnité de départ, bien que substantielle selon toute norme normale, fut réduite par le conseil d'administration qui invoqua la clause de faute grave pour annuler les parties les plus généreuses de son contrat. Les amis qui avaient autrefois supplié pour ses conseils en investissement cessèrent de répondre à ses appels. Les invitations aux galas de charité et aux conférences exclusives furent discrètement annulées. Les ailes de l'hôpital et de la bibliothèque universitaire qui portaient son nom faisaient soudain l'objet de consultations pour un changement de nom. Son monde soigneusement construit de pouvoir et de prestige était démantelé brique par brique. Mais le pire était encore à venir. La vidéo virale n'avait pas seulement évincé un PDG. Elle avait enhardi ses victimes. Les accords de non-divulgation qui avaient été scellés par la peur et l'argent commencèrent à se fissurer sous la chaleur de l'attention publique. Le blog de Benjamin Cartier devint une plateforme, un refuge pour ceux qui avaient été réduits au silence. L'ancien analyste, dont le front avait été coupé par le classeur, déposa une plainte au civil pour coups et blessures. L'histoire, maintenant avec un plaignant nommé et des dossiers médicaux, fit la une des journaux nationaux. Cela ouvrit les vannes. En une semaine, 2 autres poursuites furent intentées par d'anciennes employées alléguant un schéma d'abus verbal et de discrimination sexiste qui créait un environnement de travail hostile. Elles affirmaient que leur carrière avait été délibérément sabotée par Beaumont après qu'elles aient repoussé ses avances ou contesté son autorité. Puis vint le projet Phoenix. Le fondateur de la start-up technologique que Beaumont avait acquise et détruite, un homme nommé Mark Jennings, qui avait été ruiné et brisé par l'épreuve, se manifesta avec des documents. Il fournit à Benjamin Cartier des emails et des mémos qui suggéraient que Beaumont s'était engagé dans une fausse déclaration délibérée et une manipulation financière pour dévaluer l'entreprise de Jennings avant l'acquisition, un cas potentiel de fraude d'entreprise. Les murmures étaient devenus une avalanche de désastres juridiques et de relations publiques. Beaumont Capital, sous sa nouvelle direction, fut contraint de se distancier publiquement de son propre fondateur, publiant des déclarations sur le lancement d'une enquête interne complète et un engagement envers une nouvelle culture de respect et de transparence. Ils essayaient de sauver le navire en jetant par-dessus bord son capitaine et son héritage. Alexandre se retrouva prisonnier dans son propre pantouse. Il cessa de répondre à son téléphone, ne communiquant que par l'intermédiaire d'une équipe d'avocats de la défense nouvellement embauchée et férocement chère. Il passait ses journées à regarder sa vie être disséquée aux informations. L'empire qu'il avait construit n'était plus qu'une ruine fumante. La rage qu'il avait ressentie dans le café s'était transformée en un désespoir amer et impuissant. Il avait toujours cru que l'argent pouvait résoudre n'importe quel problème, que le pouvoir rendait immunisé contre les conséquences.
Il avait agi en supposant que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Il n'avait jamais considéré que le monde regardait, que la technologie avait donné à chacun une caméra, et que l'opinion publique pouvait être un bourreau plus impitoyable que n'importe quel conseil d'administration. Un soir, regardant les lumières de la ville, des lumières dans des bâtiments qu'il possédait, un horizon qu'il avait aidé à façonner, il ressentit un vide profond et terrifiant. Il avait tout, et maintenant il n'avait rien. Son nom n'était plus un symbole de succès, mais de disgrâce. Il avait perdu son entreprise, sa réputation et son avenir. Le grand Alexandre Beaumont avait été définitivement et irrévocablement annulé. L'effondrement était complet. Tout ce qui restait était l'homme, dépouillé de son pouvoir, seul avec les conséquences de sa propre cruauté. Le monde voulait faire de Léa Renaud une célébrité, mais elle refusa la frénésie médiatique lucrative. Cherchant un but plutôt que la gloire, elle accepta un règlement financier significatif de la part de Beaumont Capital réformé, avec une condition non négociable, aucun accord de non-divulgation. Dans une seule interview puissante, elle recadra son épreuve non pas comme une attaque personnelle, mais comme une histoire universelle d'abus au travail. Elle utilisa ensuite l'argent du règlement et les dons publics pour lancer le projet Dignité au travail, une fondation fournissant une aide juridique aux travailleurs à bas salaire victimes de harcèlement. Elle avait transformé son moment d'humiliation publique en une plateforme pour un changement systémique, trouvant une richesse différente et plus profonde. Alexandre Beaumont, à l'inverse, se retrouva avec un empire vide de sa propre création, un paria social et professionnel. Il était ruiné financièrement et sur le plan de sa réputation, enterré sous les poursuites d'autres victimes que son histoire avait enhardies. Sa véritable punition durable, cependant, n'était pas financière. Elle fut cimentée un jour dans une épicerie quand il entendit un étranger décrire un manager tyrannique comme un « vrai Alexandre Beaumont ». Son nom, autrefois symbole de pouvoir, était maintenant un synonyme courant et permanent d'arrogance et de cruauté. Son héritage était la honte, tandis que Léa en avait construit un nouveau, fondé sur la dignité. L'histoire d'Alexandre Beaumont et de Léa Renaud est plus qu'une simple vidéo virale. C'est un rappel puissant et concret qu'à notre ère hyperconnectée, la responsabilité peut venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Elle montre que le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse ou les titres, mais dans la dignité, la résilience et le courage de dire la vérité au pouvoir, même quand votre voix tremble. Le parcours de Léa, d'un moment d'humiliation à une vie de militantisme, prouve que le refus d'une personne d'être réduite au silence peut déclencher un mouvement et créer un changement durable et significatif. Son histoire donne une voix aux sans-voix et sert d'avertissement à ceux qui se croient au-dessus des conséquences de leurs actes. Si cette histoire a résonné en vous et que vous croyez au pouvoir de mettre en lumière l'injustice, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec d'autres afin que ce message important puisse continuer à se répandre. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires captivantes qui révèlent la vérité derrière les gros titres. Merci de votre attention.